Attention, cette vidéo peut contenir quelques spoilers sur l'univers d'Eana, dans lequel vos joueurs vont évoluer. Si vous jouez à Dragon de Studio Agathe, vous êtes prévenus. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le Bon MJ. Dans cette vidéo, on continue de feuilleter la tétralogie de Dragon. Dans l'épisode précédent, on avait parlé du livre Aventurier et du livre Grimoire, donc si vous voulez aller les voir, il faut retourner en arrière. C'était plus une partie sur les règles, tout compte fait, alors que là, on va aller sur les tomes 3 et 4, qui sont respectivement le 3 créature et le 4 encyclopédie. À savoir que pour le feuilletage, je préfère commencer par encyclopédie puis enchaîner sur créature parce que pour moi c'est plus cohérent. En fait, la numérotation n'a pas été faite dans l'ordre de lecture du livre, à mon avis, mais plutôt dans l'ordre de production des livres. Et donc du coup, on va commencer par feuilleter le 4, puis le 3. Donc je rappelle très très brièvement pour ceux qui n'étaient pas là et qui n'ont pas envie d'aller voir dans la vidéo précédente, Dragon, qu'est-ce que c'est ? C'est la version de Studio Agathe, c'est la version Dungeon and Dragon de Studio Agathe, entre guillemets. Donc c'est basé sur l'OGL, sur le SRD de la 5e édition de Donjons et Dragons. On a une tétralogie, ce qui est déjà une petite originalité, puisqu'en général il y a 3 bouquins dans Donjons et Dragons. Et surtout on a un univers qui l'accompagne et tout, et c'est surtout là-dessus qu'on va se pencher aujourd'hui. Du coup, on est parti pour le feuilletage. Avant ça, je vous invite à liker, à vous abonner, à partager si ça vous fait plaisir. Moi, en tout cas, ça me ferait fort plaisir. N'hésitez pas non plus dans les commentaires à dire ce que vous avez pensé de Dragon, de la vidéo, etc. On se retrouve juste après. C'est parti. Ok, donc on est parti pour le feuilletage du tome 4, Encyclopédie. Donc on va aller relativement vite parce que finalement il n'y a pas énormément de choses techniques. Je vais vous présenter globalement le truc, je vais quand même essayer de vous montrer quelques illustrations, quelques petits trucs que j'ai trouvé cool. Et voilà. Même s'il y aura des spoilers potentiels, après je pense pas que ce soit un jeu à secret, donc c'est pas très très grave. Je vais quand même essayer d'aller relativement vite pour pas que tous les secrets soient divulgachés éventuellement. Donc on arrive, tout simplement, petite table des matières, on connaît. On retrouve notre système modulaire parce que oui, même dans la partie encyclopédie, on va voir que l'univers lui-même est modulaire en fait. On commence avec la Cité Franche, c'est la première zone qui nous est présentée. Donc déjà avec une très très belle illustration. On a un super navire qui approche la Cité Franche. Donc c'est la première zone, donc c'est vraiment la grosse ville cosmopolite qu'on pourrait comparer à une sorte de Venise, une sorte de Marseille peut-être, je sais pas. On voit qu'elle se situe comme ça sur la côte sud du continent principal de l'univers qui s'appelle le Sifand, enfin principal, non mais en tout cas central sur la carte. Et on a voilà une présentation à chaque fois organisée d'une manière assez spécifique. Je reviens un peu en arrière. En général, dans l'ordre, on trouve les chroniques. Donc c'est plutôt un côté historique, un peu chronologique avec voilà des informations sur le passé. Ensuite, on a les puissances et les factions dans la Cité Franche. En fonction des endroits, en fait, que ce soit Cité Franche, Septentrion, les trucs d'après, il y a une focale sur des choses importantes à faire ressortir finalement. Et dans une ville, qu'est-ce qui est important ? C'est ses puissances, ses factions, les quartiers. Donc ça va être tout ce qui va être organisation criminelle, etc. Et à la fin, on a les objets magiques de la zone. Donc déjà, on a une très forte cohérence en fait dans la manière dont est présenté l'univers. C'est pas des trucs qui tombent de n'importe où. On nous donne pas des outils pour concevoir notre univers, on nous donne vraiment un univers où chaque chose a sa place. Et les objets magiques, typiquement, sont par région. Et ça va être la même chose ensuite pour le bestiaire qu'on verra après. Donc du coup, on a l'historique, donc souvenir d'avant de la Cité Franche. Donc il nous est présenté sous la forme d'un professeur en fait d'une académie qui raconte l'histoire de la Cité Franche avec des approximations qui nous laissent de la liberté. Il n'y a pas d'explication forcément précise, concrète de tout ce qui s'est passé. C'est vraiment raconté comme une histoire. Et on a voilà une sorte de petite narration amusante avec des élèves et tout. Genre par exemple là, c'est une anti-sèche en fait. C'est une anti-sèche d'un des élèves qui note des trucs pendant le cours. Ensuite, on a les dates clés de la Cité Franche, donc en fonction de son calendrier à elle. Et puis voilà, on développe. Donc on commence, je vous fais grosso modo la chronologie de l'univers. Donc on a d'abord... Alors en fait, je me plante parce que justement, comme les gens de la Cité Franche ne savent pas tout, la chronologie commence avant même ça. En fait, au tout départ, on a l'époque des voyageurs. Donc c'est des gens qui viennent de très loin, d'un autre plan, un peu alien, qui installent des sortes de technologies magiques, les Atéaques, donc des sortes de portails vers d'autres plans anciens cachés. Et voilà, ils sont à l'origine des démons, de pas mal de choses. Et c'est aussi l'époque des géants. Et puis ensuite, il va y avoir une sorte d'ère glaciaire, où il va y avoir une civilisation qui sera la civilisation boréale, qui va s'étendre un peu partout, et qui, de la même façon, va avoir un usage de la magie assez poussé. Suite à quoi, on va avoir une sorte d'âge printanier, où ça va être les elfes qui vont régner en maître, donc c'est ça, le printemps des elfes. Et ensuite, on va avoir la guerre de l'aube, avec le chancre et les monstres de l'inframonde, qui va faire s'effondrer cette hégémonie un peu elfique. Suite à quoi, les grandes puissances, ça va être tout ce qui va être les empires et les royaumes de l'ère des rois destinés. Donc des gens qui sont
liées à la forge du destin dont on avait parlé la dernière fois. Hein. Donc ça va être l'époque de Tamerlak, la sorte de Genghis Khan du Khan, on y reviendra un petit peu après. Ça va être l'époque des grands empires, donc on a l'empire du Sifand, il me semble, donc, sur lequel on a très peu d'informations, mais qui nous fait un peu penser à un côté un peu celtique. Puis ensuite on va avoir l'empire de Altepa, qui va s'effondrer avec justement l'invasion de Tamerlak et du Grand Khan. Puis ensuite on va avoir voilà une succession de royaumes. Donc on a plusieurs couches comme ça d'histoire qui nous permettent de créer des donjons de différentes époques, et avec différents enjeux, différents types de créatures. Et la Cité Franche, elle, c'est une cité qui va réussir à s'affranchir, comme son nom l'indique, de l'empire de Cirilan. L'empire de Cirilan qui est un empire qui descend un peu justement des conquérants du Grand Khan. Donc comme ça vous paraît peut-être un peu brouillon, mais en continuant à feuilleter, vous comprendrez. Donc ensuite, on a la République, on nous parle des différentes guerres qu'a traversé la République. On nous parle d'une épidémie, on nous parle d'un complot, on nous parle plein de petites histoires. C'est toujours court et efficace pour qu'en fait on ait la place de nous choisir vraiment les enjeux. Et d'ailleurs vous allez le voir après, il y a un truc que j'adore. Il y a vraiment, sur les plus gros secrets entre guillemets de l'univers, on a le choix en fait du secret. On nous dit qu'il y a un secret, et ensuite on nous donne des options pour ce secret, un peu comme on pouvait avoir par exemple dans Eclipse Phase, comme jeu où en fait il y avait une sorte d'apocalypse et tout. Je vais pas raconter tout Eclipse Phase, mais grosso modo vous aviez comme ça des options un peu sur les grands méchants, les grands complots, etc. Donc voilà, là on a des guerres, etc. Et souvent on a des très beaux blasons comme ça c'est top. Parce que trouver des beaux blasons sur internet, bon, on finit toujours par retomber un peu sur les mêmes ou sur des trucs très connotés, très historiques. Donc avoir ces blasons-là, je trouve que c'est super cool. Si vous les avez en PDF, après vous pouvez les imprimer et tout. Donc c'est sympa. Ensuite on a les puissances et factions. Donc là, comme on est dans une ville, bah voilà, on se dit qu'est-ce qui est important dans une ville, c'est de présenter toutes les institutions de la ville. Donc là on a un résumé des institutions de la ville. Donc c'est une république. On a différentes instances judiciaires, différentes instances, différents pouvoirs régaliens qui sont répartis entre plusieurs trucs. Donc déjà, on voit qu'il peut y avoir des jeux d'influence, des jeux de faction, c'est intéressant. Donc là, on nous parle de lutte de pouvoir, prêt à tout pour garder le pouvoir. On nous parle des grandes maisons. Et tout ça, je l'ai lu ça fait un mois maintenant, donc c'est plus très très frais dans ma tête, il faudra que je refasse des relectures. Mais ça se lit extrêmement bien et c'est très agréable à lire et franchement, c'est top quoi. Je trouve qu'il y a un parfait. Faut pas que je survende le truc. L'accessibilité à l'information et le côté agréable de la lecture sont bien équilibrés, ce qui est pas toujours évident. Donc on a à chaque fois des noms typiques des zones. Donc là, des noms typiques de la Cité Franche. Ça, ce que je trouve un tout petit peu dommage, c'est que en fait, on a ça dans le bouquin Encyclopédie. Donc, on va avoir comme ça des listes de noms typiques pour les zones qui sont décrites dans l'encyclopédie. J'aurais bien aimé que ce soit dans le livre aventurier, parce que dans le livre aventurier, vous avez une liste un peu exhaustive de toutes les régions du monde, vite fait, de toutes les civilisations. J'aurais bien aimé que les noms s'y trouvent, parce que du coup, bon, c'est pas très très grave, hein, mais du coup, on n'a pas des noms typiques du Mibou, on n'a pas des noms typiques des terres des sables, des îles éoliennes, etc. Et donc là, actuellement, vu que je suis en train de faire jouer une petite campagne, qui se passe pas dans une des zones décrites par univers, et où c'est un endroit cosmopolite puisque c'est les îles Barbaresques, une sorte d'îles pirates, il y a des gens venus de partout un peu dans le monde et je n'ai pas les noms appropriés. Bref. Donc ensuite on a les compagnies et guildes. On va avoir les guildes célèbres, les coulisses de la guilde des bâtisseurs. Donc en fait dans la Cité Franche on a la Steinbank, donc qui est une banque naine et les nains en fait participent beaucoup à la construction de la ville. On a force et ordre. Donc là c'est très très cool. Les forces de l'ordre, ce qu'ils ont choisi. Parce qu'en fait, on a des vigentes. Donc, en fait, chaque quartier a sa propre milice. Et donc, du coup, ça peut créer des histoires policières, judiciaires hyper complexes avec, comme ça, des compétences territoriales par quartier de la milice. Donc, ça peut créer un sacré foutoir, des courses-poursuites, un peu un truc à la Wasbourg. Ensuite, on a le bureau de l'Augura. Ça, je ne sais plus ce que c'est, mais bon, il y a déjà des choses qui commencent à m'échapper. Il va falloir que je le relise. Ensuite, on a la clandestinité et truanderie. Donc là, voilà, on a plein d'organisations criminelles. On a Alpio, le Tridentine, la Rakiza. Et ce qui est assez cool, c'est qu'il y a à la fois des sortes d'organisations locales, mais aussi peut-être un peu des organisations qui viennent de l'extérieur, des organisations d'espionnage, etc. On donne aussi des pistes pour en créer de nouvelles, ce qui montre bien qu'on nous laisse une place pour créer, qu'on n'est pas dans un engrenage, un mécanisme de jeu à secret où on se trouve empêtré. Ensuite, on a les quartiers. Donc là, on a une superbe carte de Olivier Sanfilippo, hein, c'est confirmé, j'ai vérifié. Donc vraiment magnifique, hein, elle est incroyablement belle, avec sa petite légende qui l'accompagne. Donc, on voit que c'est une ville assez impressionnante. C'est vraiment énervant ce reflet, je suis désolé. Ensuite, on a une description par quartier qui est relativement courte, mais qui nous sert à poser l'ambiance. Donc on a le quartier de l'Étoile, dans lequel on trouve principalement des Élénions, donc des hauts elfes.
Et puis, à chaque fois, on a des petites coutumes, on a des petits trucs, des choses relativement accessibles pour donner un peu le ton. On nous laisse un peu mettre la ville à notre goût. Donc voilà, je passe un peu pour les quartiers. Pour qu'on arrive aux merveilles et poisons, donc comme la Cité Franche, c'est une grande cité cosmopolite, évidemment, l'arme des lâches est fortement utilisée. Donc on a plein de règles sur le poison qui se trouvent être assez puissants. Donc il faut voir si on veut le mettre vraiment en place comme ça et tout. Puis on a des trésors de la Cité Franche, donc des objets magiques typiques de la Cité Franche. Par exemple, les bracelets de magie faible qui font penser comment ça s'appelle déjà? Je me souviens plus du nom du métal dans The Witcher, mais pour pouvoir capturer les mages. Ah non, c'est les liens de Xonim. Voilà, c'est ça. C'est les liens de Xonim, il me semble. Donc ouais, on a les objets magiques typiques de la ville, les poisons, utiliser le poison, on a tout plein de règles. J'ai pas lu le détail des règles de poison parce que ça m'intéresse pas actuellement. Ensuite, on arrive à une superbe illustration. Franchement, depuis les racines jusqu'au sommet des montagnes. Donc ça, franchement, cette illustration, mais c'est une claque. Elle est superbe. Et donc ça va être les Drakenbergen. Les Drakenbergen, c'est en gros les montagnes des Dwargen, je ne sais plus, qui sont les nains, finalement, où on va pouvoir trouver plein de petits cols, de petites vallées différentes, qui vont nous permettre en fait de customiser ces montagnes comme on veut. Et je pense que c'est un des meilleurs terrains de jeu si vous avez envie de faire des petites zones à vous, de créer votre petite zone d'univers dans ces vallées, parce que du coup, c'est des petits endroits isolés qui n'auront pas forcément un impact énorme sur le reste du monde. Et donc vous allez pouvoir utiliser tous les géomagies dont on a parlé dans la vidéo précédente et créer des zones un peu spéciales. Donc on a la mémoire de la pierre, donc pareil, une sorte d'histoire, une partie sur l'histoire de la région. Ensuite on a le Dvajarl, donc on nous parle de toutes les cultures et tout, des montagnes des nains, les territoires et les objets, donc un peu le même schéma. Donc là on nous raconte, pareil, en suivant la même chronologie, vous voyez la guerre des géants et des voyageurs, l'apparition des démons, blablabla, l'ère du renouveau. Donc à chaque fois elles peuvent avoir des noms un peu différents aussi, ces périodes. Et il peut y avoir des calendriers un peu différents, ce qui vous laisse dans un flou artistique qui vous libère de toute contrainte de chronologie précise. D'ailleurs, même à chaque fois que les personnages dans les moments un peu narratifs, là où ils racontent l'histoire, il y a toujours des moments où il y a quelqu'un qui dit « Mais comment êtes-vous certain que ce soit arrivé il y a 10 000 ans cette bataille ?» Il fait « Oh, tu sais, c'est compliqué de vraiment savoir. » Ce qui vous montre bien qu'en fait, vous faites ce que vous voulez des dates, c'est pas important. On a, voilà, donc la petite histoire des Drakenbergen, la divinité de Tamerak et Xonim. Et ce qui est assez cool, c'est que les histoires, par exemple, de Tamerak et Xonim qu'on voit ici, vous allez les découvrir au fur et à mesure de la lecture de manière assez cohérente. Par exemple, au début, sur la Cité Franche, on passe assez rapidement dessus, et puis ensuite, on va avoir une version un peu plus approfondie de l'histoire. Et en fait, à plusieurs reprises, du coup, vous allez retrouver à peu près les mêmes informations. Genre, l'histoire de Tamerak, vous allez la retrouver plusieurs fois, mais on vous la donne par petites gouttes qui vous permet de l'ingérer plus tranquillement, quoi. D'avoir souvent des rappels pour que, à la fin, les termes principaux, les termes les plus importants, vous en souveniez bien. Après, du coup, ça peut un peu étaler l'information. Donc, des fois, voilà, il faut se promener un peu. Mais franchement, ouais, je trouve ça top. Donc, ensuite, on a la non-vie de Kentirgen de Glaensed. Donc là, c'est vraiment un peu l'équivalent, on pourrait dire, de Strahd, dans l'univers. Enfin, c'est le grand vampire et tout. Donc ça peut être une des campagnes qui peut se jouer dans les Drakenbergen, parce que dans les Drakenbergen, effectivement, et dans les vallées et tout, il y a énormément de morts vivants. Parce qu'en fait, les Drakenbergen ont été, en quelque sorte, le théâtre des plus grosses batailles contre le chancre et l'inframonde, ce qui en fait un endroit un peu hanté et tout, où on peut mettre beaucoup de monstres. Et aussi, dans les vallées, etc., à chaque fois, il y a des trucs, une sorte de pouvoir un peu différent qui circulent. Donc on a les dieux des Drakenbergen, donc on retrouve notre forgeron, notre façonneur, etc. Mais là, vu par les nains, donc on voit qu'ils leur donnent des noms différents dans la région. Donc c'est assez stylé. On reparle un peu du dieu oublié. Donc là, le Dvajarl, c'est en gros la culture des nains qu'on va nous décrire. Donc on a, une fois de plus, les prénoms nains. Et puis là, on a un petit générateur aléatoire de clans nains avec des noms et des blasons. On nous parle de voyages dans les montagnes. On nous parle des burons, donc un peu des sortes de petits lieux de refuge qu'on trouve dans les montagnes, dans lesquels il y a des tavernes et tout, tenues par des nains. On nous parle des grandes voies du Svandir, donc les vieilles routes de l'Empire de Altepa qui sillonnent les montagnes, qui traversent les montagnes aussi, les tunnels. Donc là, on nous parle d'un peuple entre surface et profondeur, et on commence à parler, pas des nains, quoi, finalement. Donc on nous dit qu'il y a des nains gardiens et des nains bâtisseurs. Donc les nains gardiens, c'est plutôt ceux qui combattent l'inframonde et qui empêchent le chancre de remonter, alors que les bâtisseurs, c'est plus des voyageurs qui vont plus entrer en contact avec la population. Du coup, les nains gardiens seraient plus les nains souterrains, et les nains bâtisseurs, les nains qui vivent à la surface. Donc on nous parle du système clanique des nains, donc à chaque fois avec une grande cohérence. On nous parle par exemple des duels d'honneur. On nous donne des options, concrètement. On nous parle de, il peut y avoir des clans
patriarque ou matriarque. On parle du bannissement, du travaux d'intérêt général, donc on peut vite imaginer comment vivent ces nains, le décrire, le faire vivre. Les relations avec les seigneurs, etc., etc. Donc ça, c'était un peu la culture naine. Et ensuite, on a les territoires. Donc là, on voit les Drakenbergen. Cette carte-là, je suis un peu moins fan. Mais bon, on a des fjords. Donc là, on va pouvoir se faire des petites aventures un peu vikings, je pense. On va pouvoir faire des petits conflits de royaumes, etc., assez sympathiques. À savoir que dans les Drakenbergen, il n'y a pas que des nains. Donc là, vous pouvez faire des petits royaumes humains, gnomes, alphelins. Vous avez des petites pistes. Et puis ensuite, on a littéralement les montagnes en elles-mêmes. On a le fleuve Dispendé qui traverse comme ça. Et ensuite, dans chaque vallée, il y a des trucs un petit peu particuliers. Tout n'est pas décrit. Mais certains trucs sont le son. Donc là, le fjord dont on parlait, cette illustration. Qu'est-ce qu'elle est belle. Et donc, dans cette petite partie sur les fjords, on nous donne plein de petits noms de royaumes avec des accroches, leurs particularités, sans trop développer, mais on peut s'imaginer, des petites aventures. Chaque petite ville, chaque petit fjord est en soi une accroche. C'est assez intéressant. Ensuite, on a le cours du Dispendé, donc c'est le fleuve qui traverse les Drakenbergen, et on nous parle des différentes cités qu'on va pouvoir y trouver en le traversant. Donc notamment des cités naines, hop là, avec leur blason à chaque fois. Ensuite, on arrive dans des zones un peu plus particulières, genre le dédale des mirages. Donc je passe assez vite là-dessus, mais on a des très bonnes des régions vraiment avec des particularités. On a la région de Sendaire, à chaque fois avec des effets sur la magie et tout. Ensuite, on a Gleansed. Gleansed, c'est un peu le territoire de Kettingern, donc une sorte de vampire dont on parlera un petit peu plus dans le bestiaire, mais voilà, qui propose de faire une campagne mort-vivant un peu à la Strad, on va pas se le cacher, mais c'est vraiment sympathique. On a la forteresse, donc c'est une sorte de zone, je sais pas pourquoi ça me fait penser à Divinity, là, cette sorte d'insecte au bord de la lave, c'est une zone un peu de lave et tout, où on a un bestiaire. Là, on a une grosse forteresse naine qui donne accès à l'inframonde pour aller affronter le chancre. Donc ça, j'ai hâte qu'il y ait le livre, parce que franchement, est-ce que c'est pas épique de faire une campagne où on commence dans la forteresse, on se prépare pour une expédition au fin fond du monde. Quand même, on va pas se le cacher, c'est stylé. Donc ensuite, on a toujours des blasons, des zones et tout. Et puis on arrive à nos merveilles des Drakenbergen, avec les objets magiques typiques de la région, toujours en cohérence avec des illustrations. C'est tip top. Ensuite, on va arriver sur un gros morceau, le Grand Khan. Donc là, c'est vraiment tout le continent Est, qui est... Enfin non, pas tout, mais toute la partie nord et centrale du continent à l'est du Sifandir, donc le Grand Khan. Donc on a plusieurs choses. On a en fait... c'est ici. On a les chroniques. Donc pareil, une fois de plus, c'est un peu un petit cours d'histoire. Ensuite, on va nous parler du Septentrion, donc la zone la plus au nord de Deanna. Et ensuite, on va nous parler du Khan et des objets magiques. Et donc c'est reparti. Donc là, l'histoire du Septentrion, elle nous est racontée, c'est assez cool, par une liche qui essaie de travailler, grâce à son immortalité justement, à décrypter l'histoire et tout, et avec une conversation avec son assistante. Donc c'est assez cool. Donc on a un calendrier qui est différent du coup de la Cité Franche, parce qu'ils n'ont pas la même temporalité dans le Grand Khan. Et donc on repart, avec l'ère des voyageurs et des géants, avec des nouveaux détails, avec une perception différente de ces époques par rapport à la zone géographique, ce qui finalement est très très réaliste, beaucoup plus réaliste que genre les sortes d'alignements hyper factuels et linéaires des faits dans d'autres bouquins, qui nous donnent une sorte de perception très rationnelle d'univers fantastique que je trouve parfois pas très cohérente, parce que dans un univers comme ça, je sais pas, moi je pense que les gens ils sont pas tous très informés, il y a beaucoup de traditions orales, etc. Et du coup, avoir comme ça une histoire un petit peu plus vague, finalement, c'est top. Surtout si on nous promet pas derrière, justement, d'amener un bouquin qui nous dit tout ce qui se passe factuellement, ça serait fort triste, ça casserait un peu le truc. Là, c'est la civilisation boréale, donc pendant la période un peu glaciaire, on voit une de leurs cités, c'est vraiment superbe. On nous parle des Aldarons, donc des elfes des bois, l'ère des rois destinés, l'époque de Tamérak, l'ère des nouveaux royaumes, etc. Ensuite, on arrive au Septentrion. Donc pareil, on recommence avec les noms, etc. Le même schéma. Là, on a plus de noms différents parce que finalement, il y a plus de cultures différentes qui s'entrecroisent dans le Septentrion. On commence avec la description de la colonie de Boréa, donc qui est une sorte de colonie du Cyrillan, donc qui est un grand empire en train de s'effondrer, dont on n'a pas encore beaucoup de détails, il n'y a pas encore de bouquin dessus. Et c'est une des colonies de cet empire qui vient s'installer justement dans la région classée. Donc ça peut faire l'objet d'une petite campagne peut-être un peu bac à sable d'exploration de la zone, un peu West March, je sais pas. On va explorer comme ça des terres sauvages.
Et donc on a la description de cette colonie, ses enjeux politiques, parce que mine de rien, c'est une sorte de tête de pont qui est à mi-chemin entre le Grand Khan et le Sifandir, donc deux régions diamétralement opposées culturellement qui se sont faites la guerre et qui se regardent un peu en chien de faïence. Et la colonie, elle se trouve en plein milieu, donc il y a des enjeux. Ensuite, on a Unsenoin. Je suis vraiment pas très fort avec ces noms. Donc, c'est la forêt primaire, il y a une sorte d'arbre millénaire qui a gardé en mémoire des éléments du passé. On a les druides, donc ça peut être une destination de quête pour une campagne vraiment épique où on va aller essayer d'affronter un ancien mal, etc. Donc on nous parle de la forêt, des druides, c'est très très cool. Là on a, je vais même pas essayer de prononcer ça, on va juste dire le grand froid, ce sera très bien. Donc là c'est vraiment un petit peu la zone inuit. Donc on nous parle de vie nomade, de comment c'est difficile de vivre dans ces terres glacées, des tribus. Et en vrai, je pense qu'il y a une recherche historique, je sais pas à quel point c'est proche de la vérité, mais vraiment sur le fonctionnement de la vie de ces petits clans et tout, c'est vraiment intéressant. Ça nous fait voyager en fait de lire ce bouquin. Donc on a des mystères, le sacré, les ruines boréales. C'est top. Là on a est-ce qu'ils sont pas beaux ces mammouths? Vous avez déjà vu un mammouth? Moi non, mais s'ils sont comme ça, j'aimerais bien. Ensuite on a le Yotumkum Patunch. J'ai réussi. Donc les glaces affamées, on est encore plus dans le froid. Et là on arrive dans les gémonies, donc qui sont une sorte d'enfer glacé. Donc on a une histoire avec un diable qui est un peu pactisé avec la déesse du givre, etc. Donc c'est assez intéressant. Et puis on arrive au Khan. Donc là on a le Khan. Donc là c'est une grosse région. Enfin c'est même un continent en fait. Est-ce qu'un continent finalement c'est pas une grosse région? Et en dessous on va avoir donc ça va jusqu'à Palakadam, donc la cité des Ulkans. Et en dessous c'est la sorte d'Inde entre guillemets de l'univers me semble-t-il, la Jagar dont on n'a pas encore les détails. Donc là pareil on a les prénoms, on a Cartasol donc qui est finalement une sorte de capitale d'un pseudo empire perse. Enfin, en tout cas, moi, c'est dans cette catégorie-là que je l'ai mis parce que le dirigeant, c'est l'immortel. Donc, ça fait un peu penser à ça. Donc, on nous parle de mariage, d'une civilisation qui essaye de s'imposer, qui a une vision un peu universelle, enfin universaliste. Donc, on nous parle de la capitale d'Ea Saphir, la capitale de Cartasol. On nous parle du quartier de l'Éclipse. Il y a des quartiers très très stylés dans la ville. Donc, c'est un peu moins, la ville est un peu moins détaillée forcément que la cité franche, puisque c'est une région entière, mais il y a quand même beaucoup de détails, ne serait-ce que sur la capitale. On nous parle notamment, il me semble, je sais plus si c'est dans cette ville-là, mais genre des chats fées. Ouais, c'est ça. Vous avez des sortes des chats qui sont en réalité de nature féerique et qui ont plein de complots et tout. Genre, je trouve ça ultra stylé. Après, on a voyagé dans l'empire de Cartasol. Donc, on a les ambitions de l'immortel. Alors là, ce qui est intéressant, c'est qu'on nous en parle pas trop. Et c'est développé après, on va nous donner plusieurs options. Je vous montrerai. Donc, on parle de l'esclavage. Ici, on a un petit point géopolitique qui est bien vu, parce que ça peut nous aider, mais ça nous rappelle la douleur et la frustration de ne pas encore avoir le détail de ces parties-là de l'univers, parce que là, on nous dit, il y a des complots géopolitiques et tout, avec le royaume des sables et le Cirilan. Moi, je suis en mode, bah oui, mais donnez-moi le livre avec le Cirilan et le royaume des sables, là. Oh. J'ai hâte, en tout cas. Donc, on nous parle un peu de la situation et de comment elle pourrait évoluer. Ensuite, on a le golfe de Tili. Donc là, j'avoue, mes souvenirs sont très très vagues parce que je lisais ça en bagnole. Enfin, vraiment, je me souviens plus trop. Globalement, le golfe de Tili, ça va être un peu des cités pirates portuaires. Je pense, on peut imaginer un peu les cités-États à la Game of Thrones, vous savez, sur Essos. Donc, on a une cité de diabolistes qui essaie de ressusciter un diable en faisant des sacrifices. On a pas mal de cultures assez stylées. On a le monde du Telika, donc si je me souviens bien, c'est l'endroit où se trouvent en partie les kobolds. Donc on a une cité minière, à chaque fois toujours avec ses blasons, etc. À chaque fois on a des lieux emblématiques, des figures emblématiques. Tout ça j'ai pas vraiment lu parce qu'en fait c'est plein d'accroches. À chaque fois c'est les lieux des villes, comme ça. Donc vous avez les lieux et des sortes de PNJ qui sont tous des accroches un peu comme pour les fjords avant. Donc j'ai pas tout lu. Parce que je me suis dit, ça sert à rien d'ingérer toutes ces informations, j'en aurais pas besoin tout de suite, je ne joue pas dans cet endroit-là. Mais le jour où vous dites, cette cité-là, elle est quand même stylée, vous y retournez et vous avez de quoi faire. Donc on a les vestiges de royaumes éphémères, parce qu'on nous parle des royaumes de Bile, je pense, des cités d'argile, etc. Donc de cités qui ont disparu et tout.
donc le passé du Grand Khan. Et là, on arrive finalement dans le vieux Khan. Donc, Cartassol, l'Empire, on peut dire que c'est la partie nord du Grand Khan, enfin sous le Septentrion. Le vieux Khan, c'est encore en dessous. Le vieux Khan, c'est vraiment, pour le coup, l'héritage, ce qui est le plus proche de Tamerlane, la sorte de Genghis Khan, dont je vous ai parlé à chaque fois en vous disant que c'était la sorte de Genghis Khan. Il y a son empire, il y a son petit calendrier, encore une fois. Et là, voilà, on nous parle de la passion du dressage, des satrapes, donc une sorte d'empire un peu fragmenté, avec énormément de cultures différentes. Khalghani, la capitale, pareil, on a une petite carte de la capitale. Ces cartes-là, parfois, je trouve, elles sont pas toutes égales en termes d'illustration. Je suis assez dithyrambique sur l'ensemble des trucs. Si, voilà, en termes de maquette et d'illustration, il y avait un petit truc que je regretterais, c'est de temps en temps, les cartes comme ça, je les trouve un petit peu moins bien faites que les autres, mais bon, elles sont quand même très très belles. Là, on a les steppes de l'Ouest. On nous parle un peu de comment vivent les tribus nomades avec à la fois des endroits où ils peuvent se retrouver un peu sédentaires, des bâtiments en pierre assez rares, mais qui sont des sortes d'oasis dans lesquels on va pouvoir se retrouver. Et sinon, ils vivent sur le dos de leurs chevaux, quoi, avec des maisons démontables et tout. On nous parle encore une fois vraiment de comment on vit en fait dans ces cultures. Hop, j'avance. Donc on a aussi beaucoup d'esprits un peu de non morts, d'endroits hantés dans les steppes, dans les canyons et tout. J'avance. Là, on a la cité jardin. On peut imaginer une ville luxuriante. Les désolations de Khosrow, peut-être. On nous parle des liches des désolations. Donc ça, encore une fois, des grosses accroches, hein, potentiellement pour des intrigues entre liches. Donc ouais, il y a vraiment beaucoup de matière. C'est super riche. Encore une ville. Le désert de sel, super stylé. Là, j'avais mon livre monstre de Héros et Dragons. Et je voyais qu'il y avait un golem de sel, et je me suis dit, ah là là, il faut que je fasse un scénario dans le désert de sel pour qu'il y ait un golem de sel, quoi. Incroyable. On continue. La petite cité, voilà. Donc il y a vraiment énormément de choses, hein. Et chaque zone comme ça, en fait, c'est un setting que vous pouvez développer. En général, il y a 2 à 3 doubles pages avec des PNJ et tout, donc la partie du Khan est extrêmement développée. Là, d'ailleurs, je suis passé un peu vite, donc là, c'est la Terre des Sources. Ouais, donc là, on est vraiment à la frontière avec la Jagar, donc la sorte d'Inde dont je vous parlais, avec les Ulkans qu'on verra après dans le bestiaire. Ensuite, on arrive aux merveilles du Grand Khan, un classique, des objets magiques à n'en plus pouvoir. Vous avez des armes un peu spécifiques, les arcs de la région, des bagues pour devenir minuscules parce qu'il y a les trésors des géants. Enfin, en fait, il y a énormément de choses. Voilà. On avance. On arrive aux objets magiques dans le monde des Ana, donc les règles pour un peu créer les objets magiques, équilibrer le truc, donc ça vient tout droit de D&D. Mais on a quand même, voilà, équilibré la puissance et l'ambiance, pareil, avec des trucs modulaires. C'est vrai que je me suis pas trop arrêté sur les petites pastilles modulaires dans le bouquin, mais vous en trouvez. Parce qu'en fait, il y a des chapitres facultatifs. Par exemple, il y a des moments où on a une histoire, et on a plusieurs versions de cette histoire, et vous pouvez choisir la version la plus dark, la version qui va faire le plus de mystère, la version la plus épique. Ce qui vous montre que l'univers est customisable. Et c'est vraiment, je le répète en boucle, hein, on est d'accord, mais c'est vraiment la grande force de ce jeu. Moi, je trouve que c'est super bien pensé. Là, on a les noms des dieux en fonction des zones du monde. Les différentes religions. On a les organisations criminelles. En fait, ici, on est sur des sortes d'annexes un peu qui nous rappellent les trucs. Et puis, on a un petit dictionnaire avec les termes principaux qu'on aura découverts au fil du bouquin. Finalement, j'ai quand même bien pris mon temps pour ce livre, mais franchement, ça en vaut la peine. C'est topissime. On passe au livre number 3, Creatures. Et nous voici, mesdames et messieurs, pour le dernier livre de la tétralogie de Dragon. Vivement les prochains. Donc c'est le livre numéro 3. J'ai préféré faire le 4, comme je vous ai dit, avant le 3, parce que je trouve que c'est plus cohérent en termes de présentation. En fait, la numérotation est dans l'ordre chronologique de l'ordre dans lequel ils ont conçu les livres, il me semble. Mais pour moi, dans l'ordre de lecture, il vaut mieux commencer par encyclopédie et finir par créature. Donc on est sur le bestiaire. On se retrouve une fois de plus avec une jolie maquette, le système modulaire, vous commencez à connaître, hein. Et on se retrouve avec les rencontres de la Cité Franche. Donc ça, pareil, hyper malin, je trouve. On a un bestiaire cohérent par zone. Et ça, enfin, mine de rien, ça fait tout parce que ça donne le ton. Après, ça vous empêche pas, vous, de bricoler. Mais au moins, vous savez directement, tiens, je veux jouer dans la Cité Franche, je vais aller voir le bestiaire de la Cité Franche. Et bam! Vous n'êtes pas là à vous dire, attends, quel monstre pourrait être à quel endroit, comment je vais justifier que ce monstre soit là. Vous avez déjà un bestiaire complet. Après, vous pouvez aller chercher, profiter du côté 5e compatible et aller chercher des monstres à droite à gauche. Mais au moins là, on vous a fait un truc cohérent avant. On vous explique utiliser les profils, comment modifier un peu les profils et tout.
Classico del Madrido. Et ensuite, dans les rues de la Cité Franche. Donc déjà là, première règle modulaire, un peu sur comment, si vous faites un jeu plus gritty, peut-être mettre moins de magie au monstre, comment faire. Pareil, on va toujours avoir des trucs, des éléments d'ambiance, etc. qu'on trouvera au fur et à mesure. Et là, on se retrouve avec des illustrations gorgeous. Donc on a l'adorateur. Donc là, finalement, ça c'est le bestiaire classique de Donjons Dragons. Vous avez l'acolyte, tout ça. Tout ça, c'est dans le SRD, mais c'est superbement illustré. À chaque fois, vous avez un PNJ avec sa petite histoire. On vous donne une petite histoire, voilà, d'un adorateur, une histoire d'un acolyte qui correspond à la petite illustration à côté. Donc on vous donne des petits PNJ au fur et à mesure. Donc on a les gardes sacrés. Donc là, on est sur la partie divine, enfin cléricale. Et puis voilà, les PNJ vont être classés en fonction des différentes ambiances, ce qui donne une vraie cohérence à la lecture, ce qui donne envie de lire le bestiaire en fait juste pour le lire quoi. Et ça c'est assez cool. Donc, on a le paladin, etc. Ensuite là, on arrive à la partie habitant. On se retrouve avec les roturiers, les experts, etc. Et on va voir comme ça tous nos profils de PNJ de base qu'on va pouvoir évidemment modifier après. Bon, évidemment, ces profils-là, ils les ont mis dans Cité Franche parce que ça va être sûrement un endroit où on va avoir beaucoup de relations avec des humanoïdes, vu que c'est une grande cité. Vous pouvez réutiliser ces profils dans d'autres endroits. Ils les remettent pas à chaque fois dans chaque région. Ils vont pas nous remettre les gardes. Ce serait quand même un énorme gâchis de papier. Vous vous en doutez. Donc j'avance. On a, voilà, les bonhommes. Oh là là, mais regardez-moi ces illustrations, quoi. C'est trop beau. Dans les laboratoires et bibliothèques, toujours les profils humanoïdes. Et voilà, on commence à arriver dans les premiers monstres. Donc on a le cube gélatineux. On nous dit que le cube gélatineux, c'est un truc qu'on peut trouver dans les souterrains de la Cité Franche. Et on nous parle des homoncules. Et avec une petite règle pour créer des homoncules qui l'accompagnent. Un sort spécial spécifique dragon. Ça veut dire que c'est Origin Dragon. Donc le sort pour créer des homoncules, on a la maison. Donc je vais pas trop détailler, je vais essayer de passer assez vite, vous montrer quand même les illustrations. Pour voilà, vous laisser le plaisir de la découverte et pas trop spoiler au passage. Donc on a aussi tous les objets animés, les golems, les armures animées, le pseudo-dragon. Ce qui est assez amusant aussi, c'est qu'à chaque région du monde, en fait, on a chaque région du monde a son dragon, en fait. Là, on se retrouve à la partie, parce qu'avant, en fait, on n'était pas rendu compte, mais tout ça, ça faisait encore partie dans les laboratoires et bibliothèques, le cube gélatineux et tout. Alors que là, ici, on est sur la partie criminalité. Donc, on a le baron du crime et tout. Donc, on a le doppelganger. On a les dragons d'Agathe. Donc chaque région, comme je vous disais, a son dragon spécifique. Et donc les dragons d'Agathe, petit clin d'œil à leur propre studio, c'est les dragons un peu du coin de la Cité Franche. Après on a le truc repère d'un dragon d'Agathe, classique, puisqu'ils ont leurs actions légendaires, leurs actions de repère. Mais on a même un petit plan vue isométrique d'un repère, de ce à quoi pourrait ressembler un repère de dragon d'Agathe. Et puis on a 1000 visages. 1000 visages, c'est quoi? À chaque région, vous allez avoir une grosse menace qui peut faire l'objet d'une campagne. Une sorte de boss final pour chaque région. C'est extrêmement bien pensé. 1000 visages, c'est un de ces boss finaux. Donc je vous fais pas le détail. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est que vous avez des conseils pour l'incarner et tout. Donc c'est vraiment un PNJ quand même bien détaillé. Avec un gros profil. C'est indice de dangerosité ici 16. Donc c'est vraiment pas mal. Et voilà, on a à chaque fois un peu son plan potentiel, ce qu'il pourrait faire. Donc ça vous permet d'avoir un front un peu à la Dungeon World de ce que pourrait faire le monstre. Ensuite on a la méduse. Ensuite on a comment créer des némésis, donc des PNJ qui deviennent importants ou qui le sont dès le départ en fonction de si vous êtes plutôt en émergence ou pas, et comment détailler un peu plus, par exemple en partant d'un profil de soldat, faire un soldat plus fort, genre un capitaine de la garde, améliorer un peu les personnages. Donc tout simplement des conseils pour créer des PNJ. On a les Ragaru, qui sont très stylés. J'ai bien aimé l'histoire, la manière dont ils sont intégrés à l'univers. Ensuite, on a la faune urbaine. Donc on a des chats, des chiens. Mais c'est pas n'importe quel chat et chien. Parce que ça aurait pu être embêtant. Des fois, bon, il y a des animaux, on se dit, ouais, est-ce que le profil du SRD n'aurait pas suffi? Donc là, l'avantage, c'est qu'on a quand même une belle illustration et tout. Mais à chaque fois, j'ai trouvé que voilà, ils ont pas fait l'erreur de faire un remplissage en mettant toutes les espèces de piafs dans chaque forêt. Ils sont quand même restés raisonnables. On a les chiens sans arcane, ça c'est assez stylé, c'est des chiens qui peuvent trouver les mages. Je trouve ça assez cool. On a la cocatrice. On a les rats. Et voilà, on a fait le tour de la Cité Franche et ensuite on arrive dans les Drakenberg.
Donc là, on nous donne plusieurs tons pour les Drakenbergen. Est-ce qu'on veut faire des Drakenbergen très sombres, crépusculaires? Est-ce qu'on veut que les puissances des forces lumineuses aient une chance? En gros, on nous aide aussi à poser l'ambiance de la région. C'est pas qu'un simple bestiaire, en fait. On a sous les rayons du soleil, et on est parti avec les dragons d'argent, donc qui sont les typiques dragons des Drakenbergen, donc, qui vont de l'œuf au méga dragon de la mort. Ensuite, on a un petit repère de dragons d'argent, très très joli. Il fait bon vivre. On a le Chakriparan, le Gadai, donc je pense que c'est une création originale, hein. C'est un monstre qui pourrait être un peu symbolique de dragon. Moi j'en ai mis un dans ma campagne du coup. Je trouve que c'est très rigolo, c'est un petit être féerique. Donc là vous voyez, on trouve des animaux un peu plus classiques, mais qui font quand même plaisir. Donc on a le renard, on a toutes les petites choses de la nature, les blaireaux, pour faire vivre un peu l'endroit. On a des rapaces, sangliers. Ensuite on arrive plus sur des gros monstres. Donc on a les chads. J'arrive pas à le dire, des sortes de méga serpents géants qui ont une place importante quand même dans l'univers. C'est assez stylé ça, le méga serpent enroulé autour d'un château, ça donne envie. Ensuite on a dans les laves d'Ascamor, donc là c'est une zone, là avant on était plus dans vraiment les montagnes, le côté naturel des montagnes, les grands monstres primordiaux qui vivent. Là on entre dans une région plus précise, donc on va avoir des créatures du feu. Donc ça m'a toujours un peu moins inspiré, c'est moins mon ambiance, les trucs un peu élémentaires et tout. On a de quoi faire, on a des kegs, donc c'est un peu l'équivalent d'un autre monstre, hein, le Ankeg. Donc c'est des grosses fourmis, quoi, en quelque sorte. Des termites, je sais pas trop. On a le lézard cendreux, on a la gelée ocre cendreuse, une excellente glace à manger après le trou normand. Ensuite, on a le magmatique. On a le méphite magmatique, voilà, on a toutes les créatures du magma, avec leurs petites histoires, à chaque fois des accroches. Typiquement, ici on a les salamandres, il y a quasiment une accroche de campagne dans les salamandres. C'est assez bien développé. Ensuite on a la créature de la nuit, donc le côté vraiment hanté pour jouer Kentigern, une sorte de conte vampire. Donc on a les araignées, on a les Asangi, on a des créatures bien darkos, rien à voir avec Xavier. On a chauve-souris, enragé, donc on a des animaux qui ont une sorte de maladie et qui attaquent les gens. On a des fantômes, on a des gargouilles, on a des golems de chair, très sympathiques, des ghouls. Donc là on a vraiment notre bestiaire d'undead. On a les hantés, on a l'oursibou qui s'est pointé là. On sait pas trop pourquoi, mais il a pas l'air il a pas l'air très en forme, hein, on va pas se mentir. On a les réprouvés, on a les squelettes, on a les chevaux squelettes. Vraiment, les morts là, ils sont tous là. Il y a même le géant squelette. Le petit frère. Ensuite, on arrive aux vampires. Et on a notre Kentigern. Donc l'histoire de Kentigern est pareil, une sorte de front développé. On vous détaille pas tout. On vous donne des pistes pour comment il pourrait évoluer, quels pourraient être ses plans pour conquérir la région. On vous donne son arme magique. Donc c'est le boss de la région. Et c'est ultra stylé. J'adore en fait la manière dont c'est présenté. Vampirien, zombie, et voilà. Ensuite on arrive dans le Grand Khan. Dans le Grand Khan, qu'a-t-on à voir? Nous avons les rencontres. Alors là on a une table aléatoire des espèces qu'on pourrait croiser dans une ville du Grand Khan, vu que c'est un endroit très cosmopolite. Pourquoi pas. On a des nouveaux dons, des dons pour le Grand Khan, notamment liés aux montures, etc. Parce qu'il y a une grande part d'élevage, de dressage, de cavalerie. On a une petite table d'incidents de voyage pour les montures. Le genre de règle dont je me servirai pas, mais c'est une originalité. Donc on a ensuite les peuples, one by one. Donc on a les gobelins, avec ah oui, je vais un peu vite. On a les règles pour créer un personnage gobelin, avec différentes lignées, différentes origines et tout. Donc le jeu nous invite vraiment à jouer. Je pense même que c'est un des trucs vers lesquels il essaie de nous pousser, en tout cas avec ses premiers livres, c'est à nous inviter à jouer dans le Grand Khan. J'ai vraiment l'impression qu'ils ont très très envie qu'on joue dans le Grand Khan parce qu'il est très développé et qu'on joue des races un petit peu, enfin qui d'habitude sont les méchants quoi. On a les goblours avec pareil les règles pour créer un personnage goblours. On nous met quand même attention pour les goblours, il me semble. Je sais plus si c'est pour les goblours ou les Ulcan. Les Ulcan, pardon. Non, c'est pour les Ulcan. On dit quand même attention, cette race peut être plus puissante. On a les hobgoblins. On a les kobolds. À chaque fois, on peut les créer. On a des noms et tout. On a les orques. Les orques qui sont en train de tout simplement
s'exercer au stoïcisme. On a les Ulcanes. Donc là, c'est des sortes de géants. Et je crois que c'est ceux-là. On nous dit, attention, ils peuvent être un peu plus forts que la moyenne des personnages. Donc c'est des sortes de sages qui vivent dans les montagnes et qui se consacrent à l'astrologie. Donc ils sont très très stylés. Voilà, intégrer les Ulcanes à un groupe d'aventuriers, on vous explique un peu comment ça peut changer les choses. Parce que par exemple, il fait 3 mètres, donc quand il va rentrer dans un bâtiment, ça va être gênant, etc. Et ils ont beaucoup plus de force et tout. Donc là, vous voyez, on avait plutôt passé sur la création de personnages de chacune de ces espèces et un peu des détails sur leur civilisation. Là, on arrive sur les troupes de la Horde. Ça a été une légère déception. En fait, à ma première lecture où j'ai vraiment survolé, je me disais, je pensais que ça allait être mieux que ça. Après, je vous explique. En gros, troupes de la Horde, c'est Escouade Goblin. Moi, quand j'ai lu Escouade Goblin, j'ai cru qu'on allait nous donner plusieurs panels de rencontres de gobelins toutes prêtes, en fait. Équilibrées avec des indices de dangerosité tout fait. En fait, non. Escouade Goblin, c'est tout simplement, on nous donne les profils de cavaliers gobelins et de guerriers gobelins. Ni plus ni moins. Ensuite, on a les escouades goblours, donc pareil, 2 profils de goblours. Les escouades hobgoblins, les escouades kobold, les escouades orc, etc., etc. Ensuite, on parle d'Ezen. Donc, les Ezen, c'est un peu, que je dise pas de bêtises, il me semble que c'est un peu, voilà, le pouvoir et le message de Tamérak. En gros, les gens du Khan, ils ont une vision un peu cyclique de la vie avec des cycles qui se répètent tout le temps. Et l'Ezen, c'est le moment où en fait la société va être tellement décadente qu'il y a un nouveau seigneur de guerre qui va se lever, qui va un peu raser le monde et tout remettre à zéro, tout remettre en poussière pour qu'une nouvelle civilisation puisse naître. Donc là, c'est pour créer un Ezen, donc ça peut être carrément un axe de campagne entier. Donc on a des actions de repère et tout. Donc ça peut être un big boss. Là, on se retrouve avec voilà, les élus d'Eana, les sages, les chamans et tout, donc avec les profils un peu classiques du SRD, mais qui ont été mis ici pour tout ce qui est guerrier tribal et tout, est-ce que c'est plus cohérent? On a du petit bétail, arpenteur sauvage, berserker sacré, etc. Ensuite, on a un passage, les montures du Grand Khan. Ça, c'est vraiment stylé. Donc, on vous donne plein de montures différentes et exotiques qui peuvent être utilisées dans le Grand Khan. Donc, on a les Autraches, trop stylé. Donc ça, c'est des trucs que vos joueurs pourraient utiliser, notamment avec les dons de dressage et de cavalerie qu'on a vu plus tôt. On a le Capricorne, on a les chameaux. On vous explique que vraiment, dans le Grand Khan, la place des montures est extrêmement importante. Il y a une forte symbolique. On a les élans géants, peut-être plus pour le septentrion. On a les griffons et les hippogriffes, donc qui sont un peu des bêtes concurrentes. On a le renne, on a le warg. Ensuite, on a dans les steppes et forêts de pins. Donc là, on se retrouve avec finalement des sortes de pumas, le basilic, la bulette, les dragonnets de cuivre, donc qui sont les dragonnets du Khan, qui ont une histoire assez intéressante, je trouve. En fait, ils aiment bien s'infiltrer un peu dans la société et profiter, quoi. C'est assez rigolo. Ils ont un exemple de repère, encore une fois. Ensuite, on a plein de petits animaux. Les petites fourmis, les petits trucs, les petits machins. On a les gorgones, les loups sanguinaires. Il y a pas mal de félins et de canins de monstres dans ce genre. On a la tarasque, qui a une place dans l'univers. Et là, on a par exemple différentes options d'origine de la tarasque. On vous dit pas vraiment ce que c'est. On vous dit ça pourrait être ça, ça pourrait être ça, ça pourrait être ça. C'est super cool. J'adore. Parce que elle peut avoir une place ou non dans le passé, dans l'histoire de Tamérak. Donc c'est à vous de voir. Ensuite là, on a toujours des animaux assez classiques. C'est beau, ça va nous aider à décrire, mais c'est pas forcément les profils qui nous intéressent le plus parce que certes, on va peut-être se battre de temps en temps contre un grégaire, un truc comme ça, mais voilà. Ça peut toujours être utile. Donc ensuite on a les âmes en peine. Donc là c'est plus le côté noir magie des désolations. Donc comme je vous disais, tous les esprits qui arpentent les steppes et tout. Là on a les chats, les Anakedi. Donc c'est les chats fées dont je vous parlais, qui sont en fait des intrigants et tout de la cité de la capitale de Cartassol, avec des profils, avec potentiellement leurs plans et tout. C'est franchement pas mal. On a des géants de pierre, avec des sortes de profils pour créer des géants de pierre, qui ont une place assez importante, qui ont toute une magie, toute une mythologie autour d'eux assez intéressante. Il y a les golems. On a pas mal de golems. Golems. Ensuite, on a les liches. Donc, les liches, évidemment, ça peut être un gros axe de campagne. Donc, on a Bekasi, donc, qui est conseillère à Kalgani, donc la capitale du Grand Khan. C'est elle qui nous parlait de l'histoire dans le tome encyclopédie juste avant, qui nous parlait de l'histoire un peu du Khan. Donc, voilà. J'avance un petit peu parce que je commence à manquer de batterie. On a les méphites. On a
les Minotaurs, qui ont une place importante dans la mythologie. On a les spectres. On a Sui Adasai Cartasol. Donc lui, c'est l'immortel. C'est l'empereur un peu de Cartasol. Et lui, typiquement, c'est un excellent exemple dont je voulais parler de la manière dont le truc est modulaire. Parce que bon, là, c'est ces objets magiques. Mais avant, on a en fait bon ou mauvais. Et c'est vous qui choisissez en fait. On vous dit pas, ouais, l'histoire, elle est écrite sans vous, dans une campagne. On vous dit, cet univers, il est à vous. Vous avez des tonnes de pistes. Et là, vous pouvez choisir si ce mec, il a plutôt des ambitions bonnes ou mauvaises. Et on vous dit comment ça changerait son comportement, ses plans, etc. Sa vision du monde. Et je trouve ça, mais genre, juste génial. Là, il y a tous ces objets magiques qui en font un personnage extrêmement puissant qui pourrait être le final boss d'une méga campagne épique. On continue avec les esprits. On arrive dans le Grand Nord, là. Donc là, on a un diable, Askinos, le buveur de sang. Pareil, on nous parle de ses plans. Il a fait une alliance avec la déesse du givre. On vous donne des options de la nature de cette alliance. On vous dit pas ce qui se passe vraiment. On dit pourquoi Givreuse a-t-elle proposé le pacte. Et on vous peint un petit peu le tableau, mais vous pouvez faire ce que vous voulez. Il a des capacités un peu spéciales. Il peut vous emmener à des endroits très très étranges. J'en dis pas plus. Ensuite, on a les Bantus. Donc ça, c'est les serviteurs de Askinos, le diable de givre. Dragon chromatique blanc. Donc ça, c'est les dragons du Septentrion, les dragons blancs. On va avoir pas mal de petits animaux. On va avoir les géants du givre qui sont assez stylés. Je vais vite. Jacques Seller. On a les Inan. Ça, c'est assez stylé, je pense. Pour peut-être... Ça, je vois bien une scène avec joueurs MJ juste 2. Le reste du groupe s'en va. Il y a un truc à jouer autour de ça. C'est des sortes d'esprits qui... en fait, comment dire, ça va être un peu un instant cathartique où vous allez pouvoir repousser un truc du passé. En fait, l'Inan, c'est un peu une incarnation d'un méfait. Enfin, je vous spoil pas plus que ça. On a un diable couchou. On a des loups sanguinaires. On nous parle des loups-garous. On nous parle des moraves, donc vraiment les morts vivants, un peu à la Game of Thrones. On nous parle de toutes ces créatures qui nous promettent énormément d'aventures. Les Sednaï qui sont des sortes d'anges des glaces. Ensuite, on a créer un monstre, en gros. Un truc pour nous aider à créer nos propres monstres. Classique. Et on arrive finalement sur quelques pièges. J'ai pas vu s'ils étaient cool ou pas ces pièges. J'ai pas trop regardé, mais c'est toujours une bonne chose d'avoir quelques pièges. Je ne peux pas vous en dire beaucoup plus. Ensuite, on nous parle finalement des périls, parce que je pense que c'est assez important vu l'approche que va avoir l'univers d'Anna qui veut vraiment nous faire voyager. On nous parle de périls, donc qui fonctionnent en quelque sorte comme des pièges. On vous explique mécaniquement comment vous pouvez créer des périls climatiques. Donc là, on vous parle de dangers volcaniques. On parle ensuite des dangers dans les montagnes, des dangers dans le froid. Et comme ça, vous allez pouvoir mettre une opposition autre que des monstres pour vraiment faire ressentir aux joueurs qui sont dans des terres hostiles. Donc c'est assez cool. Ensuite, on a les états préjudiciables. Quelques états préjudiciables spécifiques, genre posséder, la règle des seuils de blessure, parce qu'il y a une règle modulaire de seuil de blessure et de coups critiques dans Eana. On parle du statut engourdi, donc qui correspond à la neige, etc. Et on en a terminé avec ce dernier bouquin. On va débriefer. Let's go! Voilà, le feuilletage de Dragon est terminé. Je vais essayer de débriefer vite fait ça. Je vais répéter une dernière fois le truc que je n'ai eu de cesse de répéter. Moi, ce que j'adore vraiment dans Dragon, c'est que c'est Donjons et Dragons 5. Donc bon, si vous aimez pas Donjons et Dragons, au niveau des règles, que vous êtes allergique aux règles de Donjons et Dragons, j'ai le malheur de vous annoncer que c'est à peu près les mêmes, sauf qu'il y a beaucoup plus d'options. C'est ce qu'on a vraiment vu plutôt dans la première vidéo. Il y a plein de règles supplémentaires que vous pouvez utiliser ou pas, et surtout plein de guides sur comment utiliser ces règles. Et pour ce qui est des 2 derniers livres, moi, ce que j'aimerais vous dire, c'est que vraiment, je trouve que c'est une réussite totale. Vous avez un univers qui a de très belles illustrations, donc qui vous fait voyager, qui explore plein de cultures en détail, donc dont la lecture est très vivante en fait. On peut très facilement se projeter dedans, je trouve. Il y a énormément de matière, plein d'accroches, que ce soit dans les créatures, le bestiaire ou dans l'encyclopédie. Il y a plein de moyens de le moduler, donc vous pouvez vous l'approprier. Donc à ce niveau-là, pour moi, c'est super. Au niveau des illustrations, de la qualité de la présentation de l'univers, etc., je comparerais en fait Dragon. Alors attention, je sens déjà des gens monter sur leurs grands chevaux. Moi, j'ai un peu des canons, vous savez. Par exemple, je pense qu'il y a un livre qui est magnifique en termes de maquette, d'écriture d'univers, c'est Dead Genesis. Mais Dead Genesis, pour moi, il avait certains défauts j'y ai joué, mais qui ont fait que je n'ai pas poussé plus que ça, parce qu'il y avait beaucoup de secrets, etc. Et moi, ça m'intéresse pas trop de creuser les secrets, de faire des théories, d'aller voir sur tous les forums les explications.
Donc ça a été un peu ma limite avec Dead Genesis, qui pour autant je trouve est un superbe livre. Je dirais pas que Dragon est au niveau de Dead Genesis, au niveau de la maquette et des illustrations, parce que Dead Genesis a réellement été une claque, mais Dragon se situe au niveau très très bien, vous voyez ce que je veux dire. C'est pas le meilleur pour moi dans ce domaine, mais il est au top. Et c'est un peu ça dans toutes les catégories, sauf peut-être les règles, parce que là il détruit pas tout, quoi. Enfin, ça reste Donjons et Dragons. Mais voilà, au niveau de l'univers, du nombre d'accroches, par exemple, qu'on peut trouver dedans, bah, je dirais que ça me fait un peu penser au livre Gaïa dans Anima. Alors ça, je l'ai lu il y a hyper longtemps. Gaïa enfin, Anima, j'y ai pas joué pour certaines raisons. Enfin, j'y ai joué, mais j'étais tout petit, j'y ai pas beaucoup joué. Mais pareil, dans Gaïa, vous aviez un univers comme ça, un peu Sim Park, avec plein de thèmes différents, plein de régions différentes, et plein d'accroches. Bah, je trouve que Dragon, il se case un peu aussi de ce côté-là. En fait, il arrive à être très très bon un peu partout, selon moi, sans pour autant être un disrupteur, quoi, genre un truc qui vient massacrer d'autres bouquins que j'ai trouvé excellents sur certains aspects. Bon, peut-être que vous comprenez pas trop ce que je veux dire, je dis peut-être un peu n'importe quoi. Pareil, je parlais d'Eclipse Phase sur le côté oui, vous avez des accroches, mais vous pouvez les tordre. Mais là, je trouve qu'ils ont fait mieux qu'Eclipse Phase, parce que après, moi, je suis peut-être pas le plus grand lecteur de science-fiction et tout. Donc quand je vois Eclipse Phase, j'ai juste peur, personnellement. Mais je trouve que voilà, on est bien guidé. Alors évidemment, l'univers n'a pas la complexité du tout des Genesis, de Gaïa dans Anima Beyond Fantasy ou de Eclipse Phase, qui ont des univers très très complexes. Là finalement, on reste dans de la fantasy plus classique, donc c'est abordable. C'est un univers qu'on va pouvoir s'approprier, donc c'est normal que ça aille moins loin, et ça me plaît. C'est plutôt de ça dont je suis la cible. On évite l'aridité d'un jeu qui n'est qu'un système finalement, et on évite la difficulté, je dirais, d'un jeu qui demande une gamme complète dans lequel vous devez passer d'un livre à l'autre pour trouver des informations avec plein de mystères. On est pile, je pense, je suis la cible, concrètement. En tout cas, j'ai beaucoup aimé. J'espère que le feuilletage vous fut agréable. Je suis désolé pour ceux qui disent que ça donne un peu le mal de mer, la manière dont je filme et tout. Peut-être qu'un jour, j'aurai le matériel et j'arriverai à faire un truc mieux. Désolé pour les petits reflets. J'espère que c'était agréable. N'hésitez pas, si les vidéos vous ont plu, à liker, à vous abonner, etc. Si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez avoir l'entre du guerrier où il y a plein de guides et tout, avec des idées pour faire des combats, tactiques et tout, des descriptions avec vraiment des exemples et puis des sortes d'exercices auxquels vous pouvez essayer de vous adonner, quoi. Si vous manquez un peu d'inspiration, que vous voulez un peu de structure, que vous voulez tester quelque chose de nouveau, je pense que dans l'entre du guerrier vous allez trouver des trucs assez sympathiques avec la pédagogie de la chaîne Le Bon MJ. Sur ce, moi je vais vous laisser. Je vous dis à très bientôt sur Le Bon MJ. N'hésitez pas aussi à passer sur le Discord et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!